Après l'échec cuisant des élections européennes, la guerre des chefs a repris de plus belle chez les Républicains. Et alors que certains demandent la tête de Laurent Wauquiez, d'autres réclament tout bonnement un changement de ligne politique. Alors que les actes antichrétiens ont explosé en 2018, l'année en cours pourrait battre tous les records. Avec en moyenne plus d'un acte commis par jour, le silence règne autour d'une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Les États-Unis et leurs alliés en guerre larvée contre l'Iran. En plus de la classification des passes d'Aran en organisation terroriste, Washington entend à présent assécher les finances du Hezbollah libanais, des mesures qui pourraient bien s'avérer contre-productives pour l'oncle Sam. Madame, monsieur, bonsoir. La droite façon puzzle. Après la désillusion des élections européennes, les Républicains s'écharpent sur la ligne à suivre pour leur famille politique. La stratégie Macron a bien fonctionné. Olivier Frère-Jacques. 8,48% des voix, moins de 2 millions d'électeurs. Les résultats de dimanche aux élections européennes sont catastrophiques pour les Républicains. Fort d'une campagne active, avec une tête d'affiche renouvelée en la personne de François-Xavier Bellamy, le parti, fondé par Nicolas Sarkozy, n'a pas su faire la différence et ne sait plus où il va. Et comme souvent, après une lourde défaite électorale, les cadres du mouvement se sont jetés sur l'occasion pour tenter d'imposer leur ligne, avec pour principale cible le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, accusé d'être à l'origine de la défaite de son parti. À la question « Wauquiez doit-il démissionner ?», la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, répond positivement. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Le sénateur Bruno Retailleau, pourtant pas franchement hostile à la ligne qu'incarnait François-Xavier Bellamy, ne demande pour sa part pas la démission du patron des Républicains. Il se contente de lui nommer un successeur. J'ai appelé Gérard Larcher à prendre une initiative. Je souhaite, moi, que Gérard Larcher puisse prendre une responsabilité, puisque les prochaines échéances, pour nous, ce sont des échéances territoriales. Gérard Larcher comme successeur à la tête de la droite parlementaire. Si le charisme et l'image du président du Sénat ne font pas très monde d'après, cette hypothèse aurait pour mérite de doter le parti d'une personnalité idoine pour mener une campagne municipale en 2020. Ce dernier, fin connaisseur de la vie politique, n'a de son côté pas directement demandé la démission du président des Républicains. Pour Laurent Wauquiez, c'est un sacré défi. Moi, j'ai demandé la démission de personne. J'ai dit simplement qu'il faut nous remettre très profondément en question. Dans la logique gaulliste, c'est au président lui-même d'en tirer les conclusions. Et quand certains demandent directement ou non à Laurent Wauquiez de quitter le navire, d'autres, comme Geoffroy Didier, réclament carrément un aggiornamento de la ligne politique du mouvement. Qu'il faut que la droite aujourd'hui fasse sa révolution mentale et idéologique. Et si nous ne la faisons pas, nous mourrons. Quel est le discours aujourd'hui que la droite porte aux urbains? Donc je pense que la droite doit se déringardiser d'urgence et doit notamment abandonner son conservatisme sociétal. Un changement de cap idéologique qui ne fait pas l'unanimité dans les rangs des Républicains. Et pour cause, avec 2 ans et demi de retard, Geoffroy Didier entend ni plus ni moins faire du En Marche, mais sans Macron. Dans son entreprise de petite révolution, le nouveau député européen peut compter sur l'appui de son compère de la droite forte, Guillaume Pelletier. Si nous ne voulons pas mourir, parce que la droite est mortelle, de tout changer et d'engager une révolution. En un mot, nous nous sommes résumés à la rigueur budgétaire et au rigorisme moral. Ça ne va pas, ça n'est pas ce en quoi nous croyons. Un discours résolument progressiste qui peut étonner venant de Guillaume Pelletier, ancien militant pro-vie et fondateur de l'association Jeunesse Action Chrétienté, ex-membre du Front National, ex-membre du MNR de Bruno Maigret et ex-membre du MPF de Philippe de Villiers. Finalement, le cas du député de Loir-et-Cher résume assez bien le problème auquel est confrontée sa famille politique, faire un choix idéologique clair. À 1 an des élections municipales, les Républicains vont rapidement devoir trancher. Et même si les enjeux locaux sont plus importants que les lignes de fractures idéologiques dans ce scrutin, il sera indispensable pour la droite parlementaire de clarifier les choses au plus vite pour ne pas subir le sort du Parti socialiste. Le président Macron peut, de son côté, se frotter les mains. Son piège tendu à la droite parlementaire s'est refermé dimanche. Et si le paysage politique français est toujours marqué par le bipartisme, les 2 partis semblent bel et bien avoir changé. Toujours plus d'actes antichrétiens en France. Après une année 2018 marquée par une recrudescence de profanation d'édifices religieux, 2019 pourrait exploser tous les records. Une tendance lourde sans réelle réponse politique.
Les édifices catholiques en danger, déjà visés à de multiples reprises au cours des années précédentes. Les édifices religieux sont toujours la cible de nombreuses profanations. Alors que les chiffres 2018 étaient déjà éloquents, 1063 actes recensés selon un rapport du service central de renseignement criminel de la gendarmerie, confirmé par la suite par le ministère de l'Intérieur. L'année en cours n'offre guère de meilleures perspectives. En effet, entre janvier et avril, 166 actes ont déjà été constatés, selon les synthèses de l'Observatoire de la christianophobie. À titre de comparaison, 114 actes avaient été commis sur la même période l'année dernière, une augmentation de 44,7% en un an qui inquiète les défenseurs du patrimoine religieux, à l'image du rédacteur en chef de l'Observatoire de la christianophobie, Daniel Amiche. Ah oui, c'est très inquiétant, surtout que c'est un phénomène qui continue à se développer et les pourcentages ne cessent de s'accroître. Et là, je dois reconnaître que pour les 4 premiers mois de cette année 2019, les chiffres sont tout à fait impressionnants, puisque si on extrapolait sur l'année, il faudrait multiplier les chiffres par 3, et ça ferait quand même, on dépasserait très largement les 400 cas. Et encore, moi, je ne signale que ce qui vient à ma connaissance, ou ce que je découvre moi-même. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur sont pires. Ce record triste, comme vous le qualifiez à juste titre, va exploser. Toutefois, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont toujours très difficiles à analyser et donc à exploiter, puisqu'il n'y a pas de typologie qui est donnée sur ce qu'il qualifie comme des actes antichrétiens. On ne sait pas si ce sont des bâtiments, des personnes, c'est un petit peu difficile, mais je crains, nous verrons bien, nous aurons sans doute les résultats en février de l'année prochaine. Un bilan inquiétant qui s'accompagne de chiffres mensuels les plus mauvais jamais enregistrés. En moyenne, plus d'un acte antichrétien est perpétré chaque jour en France et aucun territoire ne semble épargné à l'exception de l'Auvergne. Une christianophobie bien présente au quotidien et dont la médiatisation est presque passée sous silence en comparaison aux indignations médiatiques et politiques concernant d'autres confessions. Cependant, Daniel Amiche observe un changement et une mise en lumière de ces actes depuis plusieurs semaines. Dans l'ensemble, c'est vrai que la presse s'en occupe pas beaucoup, la presse locale davantage que la presse dite nationale. Toutefois, moi j'observe une espèce un frémissement dans l'opinion médiatique sur ces questions de christianophobie depuis le mois de février de cette année. Il y a eu un si grand nombre de cas en février, c'est jamais vu dans toute l'histoire de la christianophobie en France, enfin du moins depuis le temps que je fais des statistiques là-dessus, c'est-à-dire depuis 10 ans, on n'avait jamais eu un aussi grand nombre de cas qui se sont produits. Et puis, je ne sais pas pourquoi, pour une raison qui m'échappe un peu, ces cas ont été en quelque sorte repris par la presse qui s'est recopiée, qui a repris nos dépêches et patati patata. Enfin, tout ça, ça a fait quand même un certain brouhaha qui s'est évidemment compliqué, puisqu'il y a eu ensuite quand même des événements graves, comme l'incendie Notre-Dame de Paris, qui a donné un retentissement mondial. Au problème de la christianophobie, encore que l'incident de l'incendie de la cathédrale ne puisse pas être, en l'état actuel de la connaissance du dossier, imputé à un acte terroriste. Il n'empêche que ça a montré une certaine fragilité et ça a accentué la sensibilisation de beaucoup de journaux, de rédactions en tout cas, en France et dans le monde entier d'ailleurs, sur les questions de christianophobie en France. La France étant le pays en Europe où il y a le plus d'actes de christianophobie. Les cris d'alerte se sont multipliés en début d'année, notamment après le cas de profanation qui s'est déroulé à Lavore dans le Tarn, où la cathédrale Saint-Alain a été attaquée, l'hôtel et une crèche brûlée, ainsi que des crucifix dégradés par 2 lycéens. Si côté politique, certains se sont exprimés à l'image du patron des Républicains Laurent Wauquiez ou du Premier ministre Édouard Philippe, les vraies prises de décision se font toujours attendre alors que la communication de la hiérarchie épiscopale est éloignée des attentes des fidèles. Malgré quelques prises de parole, de simples mesures de protection semblent insuffisantes pour endiguer le phénomène. Avec plus de 40 000 églises et chapelles à travers tout le territoire, seul un regain de Français résolus à défendre le patrimoine apparaît comme primordial pour mettre un terme à une christianophobie bien présente en France. Washington à l'assaut de Téhéran. Dans le cadre de sa politique au Proche-Orient, la Maison-Blanche tente par tous les moyens d'affaiblir le rival iranien. Une politique controversée qui ne produit pas toujours les effets escomptés. Olivier Frère-Jacques. D'un côté, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël. De l'autre, une nation qui trouve son origine dans plus de 2000 ans d'histoire, l'Iran. L'antagonisme entre Washington, ses alliés et Téhéran prend de plus en plus des allures de guerre larvée depuis l'arrivée aux affaires de Donald Trump. Une sorte de guerre par correspondance, tantôt en Syrie, tantôt au Yémen ou en Palestine. Il y a un an déjà, le président états-unien retirait son pays de l'accord sur le nucléaire iranien dans lequel s'était engagé son prédécesseur Barack Obama. Depuis, pas une semaine ne se passe sans déclaration en forme de provocation, des menaces, mais aussi le déploiement de toujours plus de forces armées dans la région.
Parmi les mesures prises récemment pour déstabiliser Téhéran, 2 sont particulièrement marquantes. La première consistant à empêcher l'Iran de financer le Hezbollah au Liban. La seconde, la classification des Pasdaran, les gardiens de la révolution, comme organisation terroriste. En asphyxiant Téhéran et en menaçant quiconque entretiendrait des relations économiques avec le pays, Washington a poussé l'Iran à réduire de moitié ses transferts d'argent en direction du Hezbollah. Conséquence, les salaires de ses membres ont été amputés, une manœuvre visant clairement à affaiblir cette organisation militaro-politique libanaise. Un affaiblissement financier du Hezbollah n'est pas sans conséquence. En effet, outre son aspect militaire, le Hezbollah, parti de Dieu littéralement, a un rôle social central au Liban, finançant notamment des centres médicaux et fournissant des services aux populations les plus démunies. En plus de la diète imposée via l'Iran, Washington a coupé d'autres sources de revenus de l'organisation, comme des transferts bancaires issus des diamantaires libanais d'Anvers ou de la diaspora chiite d'Afrique. Des bailleurs de fonds du Hezbollah sont même chassés un peu partout dans le monde, avec des arrestations de personnes jusqu'au Paraguay. Et la traque va même plus loin, comme le rapporte le journaliste Georges Malbruno. Une banque a été contrainte de fermer les comptes d'un avocat chrétien, car ce dernier aurait perçu des honoraires pour avoir défendu des militants du Hezbollah. Une sanction se faisant donc au détriment des droits de la défense les plus élémentaires. Mais si les temps sont durs pour le Hezbollah, les liens de l'organisation se sont resserrés à la faveur de la guerre contre Daesh et aucun signe d'effondrement n'est pour le moment perceptible. Le but premier de Washington, à défaut d'anéantir le groupe libanais, serait de limiter son action au Yémen ou en Syrie. Le bras de fer entre le Hezbollah, considéré comme un allié indéfectible de Téhéran et les États-Unis, risque en tout cas de s'inscrire dans la durée. Autre attaque, pas indirecte cette fois, la classification des Pasdaran comme organisation terroriste. Pour rappel, les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique en Iran, sont une force indépendante visant à préserver les acquis de la révolution par divers moyens, militaires notamment. Pour l'expert iranien Hamzeh Safavi, cette mesure absurde est contre-productive pour les États-Unis et pourrait même renforcer les Pasdaran. En effet, en s'attaquant à ces forces qui n'ont aucune caractéristique terroriste et qui revêtent un caractère symbolique fort pour les Iraniens, les États-Unis ont réussi à souder la quasi-totalité des députés de la nation perse, toutes tendances confondues. Le mardi 9 avril, au lendemain de l'annonce états-unienne, en signe de soutien, les élus sont presque tous venus au Parlement en tenue militaire verte, parmi eux des députés réformateurs habituellement ouvertement opposés aux gardiens de la Révolution. En qualifiant les Pasdaran de terroristes, Washington a même réussi le coup de force de rapprocher le président modéré Hassan Rouhani des gardiens de la Révolution. Les Pasdaran, au nombre de 130 000 et divisés en 4 forces, terrestres, maritimes, aériennes et extérieures, ont, outre leur rôle à proprement parler militaire, une place incontournable dans la vie politique et économique du pays. Très populaires auprès des Iraniens, ils furent les premières forces étrangères mobilisées pour aider l'ancien ennemi irakien à combattre l'État islamique. En plus de souder la classe politique, l'annonce américaine vient un peu plus entacher l'image de ses dirigeants accusés au Proche-Orient d'avoir favorisé l'avènement de Daesh. Finalement, cette classification terroriste renforce la révolution islamique et prouve, comme le défendent les gardiens de la révolution, que la politique de main tendue en direction de l'Occident est pour le moment vouée à l'échec, comme cela a déjà été le cas avec l'accord sur le nucléaire. En outre, l'imprévisibilité de l'actuel président américain encourage une plus grande présence sécuritaire iranienne régionale, un avis auquel s'est résigné le gouvernement, pourtant initialement très ouvert sur l'Occident. Ainsi, Washington entend frapper les intérêts iraniens dans la région en s'attaquant au Hezbollah et aux intérêts intérieurs du pays en s'attaquant aux gardiens de la Révolution. Ces mesures, parfois contre-productives, contribuent à souder les Iraniens et plus généralement les chiites et pourraient à long terme se trouver très préjudiciables pour les États-Unis. L'Europe, qui a mis en place un timide système de troc baptisé Instex, qui vise à poursuivre ses échanges avec l'Iran en contournant les sanctions de Washington, s'avère une nouvelle fois spectateur du jeu international. Incapable de tenir tête aux États-Unis dans le dossier du nucléaire, Bruxelles, tout comme les États européens pris séparément, n'ont ni le pouvoir ni la volonté de contrevenir aux directives venues de Washington. Alors que Donald Trump se montre de plus en plus menaçant à l'égard de certains de ses partenaires comme la Chine, que la Russie est toujours sous le coup de sanctions économiques, l'avenir de l'Iran pourrait bien résolument ne pas se trouver du côté de l'Occident. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin.
Les prisons françaises, véritable passoire. Au moins 6 détenus ont réussi à se faire la belle en l'espace d'une semaine. 3 se sont évadés alors qu'ils étaient hospitalisés et 2 autres se sont échappés lors d'extraction pour une consultation médicale. L'un d'entre eux se serait même évadé en courant alors qu'il venait pour une blessure à la jambe. Pour le moment, tous sont recherchés et le ministre de la Justice Nicole Belloubet évoque une loi des séries inexpliquées. Les esprits chagrins évoquent de leur côté une incompétence crasse. Sur toute l'année 2018, seulement 10 détenus avaient réussi à s'enfuir. Le suspect de Lyon a craqué. Après 48 heures de garde à vue, l'auteur de l'explosion du colis piégé à Lyon est passé aux aveux. Lors de son audition, l'individu d'origine algérienne a détaillé la façon dont il a confectionné son engin explosif. Les enquêteurs disposaient déjà de nombreuses preuves. Lors de la perquisition à son domicile, ils avaient retrouvé des produits nécessaires à la fabrication de la bombe et son ADN a été retrouvé sur les restes du colis piégé. L'explosion de la bombe artisanale qui contenait une faible quantité de TATP avait fait 13 blessés. Tournée générale de redressement fiscal. En 2018, 21 ministres sur 35 ont eu droit à la visite du fisc parmi les membres du gouvernement nommés en 2017. Et pendant le premier semestre 2018, 60% ont fait l'objet d'un redressement fiscal selon le rapport annuel de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En moyenne, les pénalités s'élèvent à 11 930 €. Pour la plupart, il s'agirait d'erreurs dites de bonne foi, à l'exception de l'ex-ministre des Sports, Laura Flessel, qui n'aurait pas respecté ses obligations fiscales. Un marabout se réincarne en Michael Schumacher. Jugé pour un excès de vitesse, un marabout africain de 47 ans habitant en France a déclaré être possédé par des personnalités. Ainsi, pour expliquer son délit de la route, il a affirmé que l'esprit du champion de Formule 1, Michael Schumacher, était en lui. Une défense originale qui pourrait surtout être due à sa grande consommation de cannabis, nécessaire selon lui pour entrer en contact avec les esprits. À l'issue de ce procès atypique, le prétendu marabout a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Netanyahou dans le flou. Le Premier ministre israélien incapable de former une coalition va devoir faire face à de nouvelles élections en septembre. Après avoir voté sa propre dissolution, la Knesset, le Parlement hébreu, a voté dans la nuit de mercredi à jeudi pour de nouvelles élections en septembre. Et pour cause, le Premier ministre Netanyahou préférait renvoyer les Israéliens aux urnes plutôt que de voir le président Reuven Rivlin donner sa chance à un autre député. Ce qui exposerait l'actuel Premier ministre à des poursuites judiciaires. À l'origine de cette crise politique, l'antagonisme au sein de la coalition de droite entre nationalistes, laïcs et religieux. Ces derniers refusant de mettre fin à l'exemption de service militaire pour quelques dizaines de milliers d'étudiants des écoles talmudiques. Les bruits ruraux bientôt au patrimoine de l'UNESCO. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de Gajac, petit village près de Bordeaux. Dans une lettre parue dans le journal municipal, celui-ci s'est fait l'avocat des campagnes et le défenseur du terroir. D'après lui, les ruraux sont contraints de changer leur mode de vie à cause d'un délicat citadin débarquant dans les campagnes, comme en Dordogne, où des personnes venant de la ville sont en procès avec la commune à cause des cloches qui sonnaient. Le maire réclame donc que plusieurs bruits soient inscrits au patrimoine national comme le chant du coq, le meuglement des vaches ou encore la cloche de l'église. Sa démarche a rapidement reçu du soutien des autres maires et même du député centriste Pierre Morel à l'huissier qui a affirmé qu'il porterait sa requête à l'Assemblée nationale. Embouteillage sur l'Everest. Le 22 mai dernier, 200 alpinistes ont tenté d'atteindre le plus haut sommet du monde, profitant de conditions favorables. Lors de la montée, 2 alpinistes ont trouvé la mort après un embouteillage au sommet. Avec l'attente pour atteindre le sommet, les risques d'engelure ou d'embolie pulmonaire à partir d'une certaine altitude sont élevés, sans compter l'épuisement. Les sauveteurs accusent les autorités de délivrer trop facilement les permis pour entreprendre l'ascension. Ainsi, alpinistes aguerris comme simples débutants peuvent s'atteler à la tâche. 11 personnes sont déjà mortes cette année en tentant de gravir la montagne. Et ce soir, retrouvés immédiats, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la victoire médiatique du président Macron après les européennes, l'exagération de la vague verte dans les autres pays de l'Union européenne et l'attentat
à Lyon. Découvrez également un nouveau numéro du Plus d'éléments. Olivier François et son équipe parlent d'Andrea Cotarac, de la France insoumise, du rattachement de la Crimée à la Russie, du réalisateur Paul Vecchiali et du dernier roman de l'académicien André Makin, Au-delà des frontières. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter paraît très scandaleuse. En 1936, si le personnage était juif au fond de sa province française, on en aurait fait un téléfilm. Mais là, rien, aucune indignation, parce que le héros de cette petite histoire n'est pas du bon côté. Il a été suppléant pour un candidat de droite lors des élections législatives, vous vous rendez compte. Du coup, il est l'objet d'une véritable discrimination, d'un boycott dans son métier. Et donc, visiblement, comme on s'entendait pour nuire au commerce d'un monsieur juif en 1936 parce qu'il était juif, on peut nuire désormais au commerce d'un monsieur de droite en 2019 parce qu'il est de droite, avec les mêmes méthodes, la même hypocrisie, les mêmes préjugés collectifs. Alors notre monsieur a la soixantaine bien tassée, il vend du matériel médical et comme Campagnol se trouve à 40 km de la première ville, il est venu louer dans notre village une boutique minuscule où il vient le mardi pour vendre des déambulateurs, des paquets de couches pour incontinents, des fauteuils électriques médicalisés, etc., des tensiomètres, des bas pour varices. Tout ça n'est pas très gai, je sais, mais c'est le quotidien du personnel médical et paramédical en milieu rural. Alors donc normalement les 5 ou 6 infirmières qui sillonnent le pays, dont 3 ont une permanence commune ici, qui se trouve à 2 pas de la boutique en question, devraient se dire il est moins cher, c'est commode de l'avoir à 50 mètres, mais non, elles se disent pas du tout ça. Et pour raccourcir cette histoire, je vais interpréter ce qu'elles se disent. Elles se disent ce sale type a osé se présenter avec un candidat du Pont-Aignan comme suppléant. C'est un suppôt de la petite bourgeoisie qui va à la chasse et qui fait des plaisanteries grivoises et qui aime le vin rouge, alors que nous, vaillantes travailleuses sociales, nous faisons des randos en chemise à carreaux ensemble, nous sommes écolos, nous disons celles et ceux, nous sommes l'avant-garde de la gauche humaniste en pays rural, nous roulons en 4x4 défiscalisés, nous écoutons France Culture en allant faire des piqûres et nous votons Mélenchon comme un seul homme, oui comme un seul homme parce que 3 sur 5 d'entre nous ne sont pas mariés. Et j'espère que vous n'allez pas faire des réflexions, sans ça c'est la correctionnelle. Et donc nous avons résolu d'en faire baver à notre voisin qui vend des appareils pour les incontinents, histoire de lui apprendre à vivre en ne lui commandant jamais rien, mais en lui préférant la grosse pharmacie bien macronienne dont le patron est millionnaire et s'est présenté pour le compte du parti présidentiel et qui se situe à 22 km d'ici, une pharmacie qui est dans la main des fournisseurs les plus chers, qui est la proie de tous les lobbies commerciaux, qui fait régner la terreur sur la concurrence d'un simple coup de fil. Pour ne rien gâcher, les fournisseurs en fauteuil médicalisé, en lit goutte à goutte, etc., s'arrangent pour faire voter des lois qui multiplient les certifications afin qu'aucun appareil moins cher de provenance étrangère ne soit jamais agréé, ou alors on fait en sorte que la sécurité sociale devienne extrêmement sourcilleuse pour le remboursement du matériel qui ne sort pas de la filière recommandée, oui, même s'il s'agit de couches-culottes, de sorte qu'à la fin, seuls les gens qui fournissent le matériel dont le président est l'ami du ministre et les infirmières qui ont montré patte blanche sur le plan politique aient le droit de commercer sur le terrain. Alors cette anecdote n'en est pas encore une, je me suis contenté de brosser le tableau là. L'anecdote la voici. Un soir, notre négociant en matériel se trouve dans sa petite boutique, il voit arriver l'une des infirmières qui est appelée dans le village voisin et qui n'a plus de couches pour les incontinents. Un peu gênée, elle lui demande s'il a de quoi la dépanner et elle prend un paquet de 10. En évitant de regarder le monsieur dans les yeux, vous savez, comme ces gens qui ne disent jamais bonjour. Il lui dit, pour une si petite quantité, on ne va pas remplir un bordereau de sécu, je vous les donne. Alors la fille s'en va.
Elle fait sa visite, ses collègues ne saluent toujours pas le monsieur en sortant de leur cabinet le matin, et le surlendemain, la bénéficiaire de ces largesses lui promet en passant un pot de rillettes pour le remercier. Depuis, ça fait déjà 2 mois, non seulement pas de rillettes à l'horizon, mais aucune commande, aucun déambulateur, aucune prise de contact, alors qu'il est pratiquement 40% moins cher que tous les fournisseurs à la ronde. Alors quand il a bu un coup de trop, ce qui est rare, il lui arrive de dire au bar qu'un jour ou l'autre, il va trouver des graffitis injurieux sur le rideau de fer de sa boutique, et il dit volontiers de ses adversaires que c'est des francs Macron, ce qui ne lui vaut pas que des amis là non plus, mais au point où il en est, conclut-il, il ne lui reste que d'aller rejoindre la cohorte des Gilets jaunes, et voilà un semblant de réponse à ceux qui se posent toujours la question sur les plateaux. Cette colère surgit de nulle part, d'où vient-elle? Eh bien nous sommes nombreux à vous avoir, à l'époque, proposé nos lunettes, il y a 5-6 ans, mais vous avez préféré les vôtres. Abonnez-vous, merci. Toujours plus loin, toujours plus fort, pour le meilleur et surtout pour le pire, le seuil des innovations technologiques est sans cesse repoussé plus loin, avec très bientôt l'arrivée sur notre sol de la 5G, qui est censée nous permettre de surfer encore plus vite sur nos smartphones. Pour ce qu'on y trouve sur ces appareils, on peut se demander si cela en vaut vraiment la peine. L'idée est de pouvoir consulter une vidéo YouTube sans être interrompu sous le tunnel du Mont Blanc. Ça, c'est quand même très important. Nous allons, de manière totalement irresponsable, multiplier les émissions d'ondes. La 5G entraînera une augmentation considérable de l'exposition au rayonnement de radiofréquences. Cela s'ajoutera au rayonnement induit par les réseaux de télécommunications 2G, 3G et 4G, déjà en place. À terme, l'objectif est de parvenir à un monde ultra connecté, sans fil, où tout ou presque sera relié à Internet, y compris dans les régions les plus reculées de la planète. Cela ne seront pas moins de 200 milliards d'objets émetteurs qui seront en circulation d'ici 2020. Des études scientifiques, allemandes notamment, ont démontré que la 5G aura d'importantes conséquences sur notre environnement, notre équilibre physique et psychique. En outre, et indépendamment du fait que la 5G est néfaste pour les personnes, l'astrophysicien Aurélien Barraud souligne le problème de la course effrénée au toujours plus technologique et à l'envie insatiable de tester tout ce qui peut techniquement l'être pour répondre à un désir et à des besoins totalement arbitraires et inconsistants. Le problème est grave, car la question fondamentale qui se pose est la suivante. Peut-on dire encore non à cet envahissement technologique? La réponse, hélas, est dans la question. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.